Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec ces trois longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur rfaradio.fr et les revoir après sur YouTube et ceux qui le peuvent suivre directement sur Facebook. Donc, comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour commenter des faits d'actualité nationale, internationale et faire un travail de déconstruction. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur des faits d'actualité qui concernent la montée du fascisme et la marche vers la guerre mondiale. Alors, depuis plusieurs mois, je vous ai proposé d'analyser les faits d'actualité dans le monde comme dans nos propres pays sur la base d'une grille qui concerne 5 problématiques. Vous avez déjà constaté avec les premières émissions que tous les événements peuvent être interprétés par rapport à ces 5 problématiques. Je dis dans le désordre, le dérèglement climatique, l'imminence de crise économique majeure, le développement du fascisme planétaire, la marche vers la Troisième Guerre mondiale et le délitement sociétal. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter, comme je l'ai dit, sur la montée du fascisme et la marche vers la guerre mondiale. Parce qu'il y a toute une série d'événements qui montrent que nous sommes en plein dans ces dynamiques-là. D'abord, la montée du fascisme. Avec les annonces faites par le président des États-Unis, Donald Trump, qui dérègle toutes les bases du droit international, toutes les conquêtes politiques concernant la souveraineté des pays, c'est vraiment du n'importe quoi qui est à la limite interprété comme de la folie. Les dernières semaines, nous avons déjà commenté un certain nombre de mesures qu'il avait annoncées dans ce sens-là, comme la volonté d'intégrer le Canada comme État des États-Unis, la volonté de s'emparer du Groenland, de revenir au point de la direction du canal de Panama. Et bon, les réactions, on a vu pour le Canada et le Groenland, le Danemark qui contrôle le Groenland sont très fermes. Non, pas question, nous sommes pour le Panama. L'évolution est différente puisque un employé de Donald Trump a fait chantage sur le gouvernement du Panama pour dire, bon, je vous fais grâce de l'augmentation de ma politique de domination directe du Panama, commerce sans bouche-pachage, mais à condition que vous cassiez le contrat que vous aviez avec la Chine pour l'exploitation de ce canal-là. Parce qu'il y a des entreprises qui sont implantées et qui ont investi massivement pour la gestion du canal de Panama. Donc, le but de Donald Trump, c'est d'éliminer la Chine. Il fait un accord en faisant le Panama croire qu'il a renoncé à sa volonté de dominer. Évidemment, quand le contrat de la Chine aura été vraiment rompu, rien ne l'empêchera de reprendre le canal de Panama, de tenter en tout cas de reprendre le canal de Panama. Donc, on avait ces éléments-là de destruction de la législation internationale avec les commentaires que je viens de faire. Cette semaine-là, il y a de nouvelles annonces, beaucoup, c'est pas une dizaine qu'il s'est décrété, mais il y a de nouvelles annonces qui sont encore plus inquiétantes. Le président des États-Unis décide de prendre des sanctions financières contre l'Afrique du Sud en disant l'Afrique du Sud persécute les Blancs et veut leur voler ces terres. Le gouvernement, le Parlement sud-africain a voté une loi pour voler les terres des Blancs. C'est de la discrimination raciste. Je vous rappelle que son sbire Elon Musk
vécu en Afrique du Sud de temps de l'apartheid. Et donc, c'est un mensonge parce qu'il n'y a aucune loi qui le dise. La loi votée par l'Afrique du Sud concerne la récupération des terrains friches, le développement de procès contre des gens qui avaient exproprié des Africains, des Sud-Africains noirs, illégalement, du temps de l'apartheid. Mais 90% des Blancs, des africaneuses, comme on les appelle, qui contrôlent l'essentiel des terres riches, ne sont même pas concernés par cette loi. Mais c'est une volonté de casser l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS et qui n'obéit pas aux injonctions des États-Unis. Donc voilà un bonhomme qui prend la décision de faire des sanctions financières, de bloquer tout l'argent américain qui va en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud prend des lois concernant la propriété foncière, des lois tout à fait légales qui n'ont absolument rien de raciste. On a parlé donc des premières intentions. Ici, il s'agit de déstabiliser l'économie africaine, parce que l'Afrique, quand même, l'Afrique du Sud, c'est quand même une puissance économique qui fait partie des BRICS en Afrique du Sud. L'autre décision qui avait déjà été annoncée, mais qui est mise en pratique, c'est l'expulsion massive de ceux qu'ils considèrent comme étrangers, des immigrés, soi-disant criminels illégaux qui mangent des chiens, etc., mais qui font tourner l'économie américaine. D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aux États-Unis qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils vont faire faillite. Mais lui, Donald Trump se moque de ces entreprises-là. Son but, c'est de rallier le sentiment de l'ensemble de la population sur la base de la propagande anti-immigrée pour pouvoir continuer ces exactions fascistes. Et dans cette affaire-là, il y a beaucoup de gens qui prennent du plomb parce que il y a beaucoup de latino-américains, je mets entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle dans le langage politique occidental, sont venus à l'appel des États-Unis. Par exemple, les Vénézuéliens de l'opposition que les États-Unis avaient poussé à l'insurrection et qui ont échoué leur coup et qui sont venus, eh bien, ils ne sont plus utiles à Donald Trump. Il dit, vous êtes comme tous les autres, on vous chasse. Je fais une petite parenthèse. Ça nous montre que les gens qui croient à la philanthropie des Occidentaux qui vous disent de combattre votre propre gouvernement, les gens qui croient qu'ils vivront mieux, qu'ils sont à l'abri parce qu'ils acceptent de servir de larbin aux Occidentaux, eh bien, ils sont considérés sur des bases racistes comme tous les autres et quand il faudra, ils seront chassés. Quand ils le voudront, ils seront chassés. Comme les Harkis ont été traités après la guerre d'Algérie, cela nous sert de leçon. Donc, il y a cet élément-là qui montre qu'on est vraiment dans un processus de fascisation. Et puis, il y a cette directive donnée aux fonctionnaires, aux agents fédéraux. Cette directive vous dit, bon voilà, vous devez poser votre démission. On va vous donner de l'argent pour 1 an, etc., une prime de départ, mais dégagez. Tout cela, politique ultralibérale de saccage des services publics pour donner le marché aux multinationales ultralibérales. Donc, dégagez. Il y a un juge qui a bloqué ça en disant le délai est trop court. Il leur avait donné jusqu'à ce lundi-là. Hein. Bon, il faut donner comme 1 semaine. Il y a déjà 80 000 qui ont accepté. Et puis, si vous n'acceptez pas, nous pourrons vous licencier sans indemnité à n'importe quel moment. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est 1 million de personnes concernées, de travailleurs, de familles qui ont des prêts bancaires, etc. Donc, ils déstabilisent
déstabilise l'économie états-unienne globalement pour ouvrir le champ à la domination fasciste des multinationales. Donc, on a cette mesure-là qui a été mise en œuvre, qui montre qu'on est vraiment dans un processus de fascisation. Alors, ce qu'il faut dire là, c'est que c'est la première puissance mondiale, même si elle sera renversée par la puissance de la Chine montante. Mais pour l'instant, c'est elle qui dirige l'économie mondiale à travers son dollar, qui peut se permettre tout le chantage, qui contrôle la production d'armement de beaucoup de pays dictateurs. Et donc, quand un pays se fascise comme ça, avec la crise internationale, on voit bien que c'est la planète qui est en danger et que les conséquences se feront sentir sur toutes les autres économies mondiales. Quand il déstructure l'économie des États-Unis, qui elle-même domine en grande partie le reste du monde, quand il déstabilise les économies européennes, je vais en parler au moment de la guerre, quand il déstabilise l'Afrique du Sud, etc., cela ne peut pas impacter les économies de la Caraïbe, par exemple, de la Martinique en particulier, qui est déjà en souffrance économique. Il faut bien comprendre que ce fascisme a des implications pour l'ensemble de la planète. Et il faut ajouter le fait aussi que ce n'est pas Donald Trump qui est en cause. Oui, c'est un bonhomme malade mental, très certainement. Vous voyez ça sur sa façon de parler, etc. C'est délire, c'est changement. Mais il est Donald Trump parce que les multinationales l'ont financé, le financent et lui disent voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que Elon Musk est à ses côtés et qui représente le monde de la finance, les gens qui n'ont aucune légitimité démocratique et qui dit à Trump, eh bien, fais ça. Et Trump dit, bon, je le donne conseiller. Il fait ça et Trump obéit. C'est une marionnette, tout fou qu'il est. C'est une marionnette des multinationales qui sont derrière la fascisation planétaire. Elon Musk Trump avait donné à Elon Musk des possibilités de regard sur les finances fédérales. Il y a un juge qui a bloqué ça, mais on est déjà dans l'engrenage. Alors, je dis que ce n'est pas Trump qui doit polariser nos attentions, c'est le fascisme, qui n'est pas seulement aux États-Unis, mais qui concerne l'ensemble des pays occidentaux, libéraux, ce qui se passe en Europe, avec l'histoire de droit de sol à Mayotte, qu'on veut remettre en question, ce qui se passe avec les lois votées par Rotarieux pour persécuter les travailleurs immigrés, pour réduire leurs droits, le fait que des gendarmes aillent prendre une collégienne pour l'expulser dans son école, pour l'expulser, tout ça, ça fait partie de la politique globale de fascisation de tous les Occidentaux. J'ai parlé d'Europe, mais dans la Caraïbe, ce qui se passe en République dominicaine, c'est exactement ça. C'est un fasciste qui est à la tête. On prend 10 000 Haïtiens chaque semaine et puis on va les jeter à la frontière. Et la grande majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui avaient la nationalité dominicaine, dont les grands-parents travaillaient dans les batailles du temps de Duvalier, dont les enfants avaient ceux qui avaient pu monter dans l'échelle, rentrer dans des secteurs économiques où ils jouent un rôle important dans l'hôtellerie. Il y avait une très belle conférence ce jeudi à l'initiative de certains nombres d'organisations avec des témoins, dont une avocate dominicaine, une écrivaine, qui disait que ces gens-là qui travaillent dans l'hôtellerie, dans beaucoup de secteurs, qui ont la nationalité, qui sont tout à fait règles, ils sont expulsés. Des gens qui avaient la carte d'identité, on ne les renouvelle pas, ils sont chassés. Et puis, bien
il y a les gens qui travaillent sans papier, qui sont aussi victimes de cela. C'est cette politique fasciste, barbare de République dominicaine fait partie de cette généralité que nous évoquons. Et pour finir sur les exemples, je ne cite que cette réunion qui a eu lieu en Espagne, qui rassemblait des gens d'extrême droite de plusieurs pays européens, dont Marine Le Pen, représentant le Rassemblement national, qui justement appelait à aller plus loin dans la politique de répression de l'immigration, de protection de l'identité, ils n'ont pas employé le mot, mais je dis aryenne, l'identité de suprémacisme, etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et comprendre également que nous serons directement victimes de cette fascisation, puisque nous sommes dépendants de la France. Ce sont les lois françaises qui s'imposent et les lois françaises qui vont décacher Mayotte, vont décacher la Martinique également. Nous serons victimes de cela et qui dit fascisme ne concerne pas seulement les immigrés. Les immigrés sont la tête émergée de l'iceberg, mais le fascisme va plus loin. Je vous ai déjà plusieurs fois cité la belle poésie de Noulaire qui disait « Quand on a attaqué les syndicalistes, je n'ai rien dit. Quand on a attaqué, je n'ai rien dit. » Eh bien, quand on attaque les immigrés, si nous ne disons rien, les prochains seront nous qui n'avons plus déjà le droit de manifester librement, qui trouvons des gens qui osent se lever persécutés par la justice, etc. Je ne vais pas plus loin sur cette question de la montée du fascisme pour dire que c'est quelque chose qui nous concerne profondément. Je passe à la question de la marche vers la guerre mondiale. Alors, j'ai déjà expliqué que les deux fronts principaux sont l'Ukraine et le Proche-Orient avec Israël et son occupation des territoires occupés, que dans ces deux conflits-là, toutes les forces internationales sont impliquées. Eh bien, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui sont annoncées qui le confirment et qui conforment, qui montrent qu'on va de plus en plus loin. Vous avez vu que Netanyahou est allé aux États-Unis. Et aux États-Unis, autre mesure fasciste folle annoncée par Trump, le bonhomme déclare, Donald Trump déclare, nous allons expulser, nous allons faire tous les Gazaouis, tous les Palestiniens sortir, ils iront en Égypte, ils iront en Jordanie, et puis nous allons faire de la bande de Gaza un espace pour le tourisme de notre luxe. Évidemment, c'est les Occidentaux qui vont construire, qui vont diriger ces entreprises. C'est de la folie, c'est de l'épuration ethnique, c'est de la barbarie à l'état pur. Vous n'avez pas entendu, bien sûr, les autres Occidentaux annoncer des plaintes à la communauté internationale. Ah, mais attention, il y a cette autre mesure que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Prenez des sanctions contre la Cour pénale internationale. Trump, ils ne sont pas signataires, hein? Mais Trump prend des sanctions contre la Cour pénale internationale parce qu'elle a condamné Netanyahou. Donc, on revient à notre histoire de départ. Le bonhomme annonce qu'il va nettoyer Gaza, prendre pour faire, pendant la présence de Netanyahou, qui dit, bon, oh, c'est très bien, formidable, je vous soutiens, on va vous aider dans ce projet-là. Donc, ceux qui croient que le génocide palestinien n'est pas une réalité et que le cessez-le-feu, c'est la fin de l'histoire, ils se trompent lourdement. Ce n'est que le début d'une seconde étape. Donc, monsieur annonce qu'il va nettoyer, et puis il annonce aussi à Netanyahou, je vais te donner d'autres bombes. Il y avait déjà des bombes et du matériel états-unien qui participaient de la destruction de Gaza et des bombardements en Cisjordanie. Mais là, il annonce qu'il va vendre
des bombes, des munitions, des missiles pour une valeur de 7,4 milliards de dollars à Israël pour pouvoir accentuer la guerre contre les Palestiniens. 7,4 milliards de dollars. Ça, c'est les États-Unis qui annoncent ça. Mais puisque nous parlons de la marche globale vers la guerre mondiale, il faut parler des Européens, et à commencer par la France. Sébastien Lecornu, qui est le ministre des Armées de Macron, annonce, jeudi hier, que les livraisons de Mirage 2000 à l'Ukraine ont commencé à arriver, à être honorées. C'est-à-dire que les mirages commencent. Et au préalable, la France avait formé les pilotes ukrainiens pour piloter ces mirages. Mais au total, la France a déjà livré 3,35 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. Précisément 3,035 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine, auxquels viennent s'ajouter 2,1 milliards versés pour un fonds soi-disant pour la paix, FED, qui est un soutien militaire accordé à l'Ukraine. Donc, ça nous fait un total de 5,135 milliards d'euros. Mais, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour voler l'argent des retraites, pour licencier 1000 fonctionnaires, que la France est en difficulté financière. Et elle fait cadeau de 5,135 milliards d'euros à l'Ukraine pour faire la guerre. Parce que ce n'est pas une guerre d'un peuple ukrainien pour résister à une agression, je l'ai déjà expliqué. C'est une guerre provoquée par l'OTAN qui a attaqué la Russie de différentes manières, qui a poussé la Russie à signer des accords de Minsk qu'ils n'ont pas respectés. Et Hollande avouait que nous avons fait la Russie signer ça, c'est pour nous donner le temps de préparer la guerre. François Hollande, celui qui s'oppose à la censure de... Bref, socialiste. Eh bien, donc, c'est dément. Mais n'empêche que cette guerre qui a été provoquée par l'OTAN, le président américain avait dit à l'époque, nous mènerons la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Vous voulez ce que ça veut dire? On sacrifie le peuple ukrainien pour bloquer la Russie. Mais sauf que le plan ne marche pas. Et donc, il faut armer, financer cette guerre qui est une guerre de l'OTAN contre la Russie, qui est la première étape de la guerre mondiale avant d'attaquer la Chine. C'est le plan qui est déjà prévu. Donc, 5,135 milliards de l'Ukraine au détriment du peuple français et au prix du vol de tous les acquis sociaux des Français. Mais est-ce que vous pensez qu'en face, les autres ne se préparent pas? Ils se préparent. Et notamment la Chine qui a relancé son programme d'armement nucléaire avec de nouvelles techniques de fusion. La Chine qui, dont le budget militaire a explosé, qui prend des dispositions pour encercler Taïwan. Pour donner un autre exemple, il y en a d'autres. C'est l'accord qui a été signé il y a 2 jours entre l'Inde et l'Algérie. Vous savez les relations actuelles entre l'Algérie et la France, pour une coopération militaire. Donc les deux camps se préparent à la guerre mondiale qui a déjà commencé. Mais se préparer, ce n'est pas seulement les armes. Souvent, je l'ai rappelé, c'est que l'élément déterminant dans une guerre, c'est la guerre du renseignement et de l'information. Ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'armes, vous pouvez avoir beaucoup de soldats. Si le camp adverse a l'impression qu'il ne va jamais gagner, qu'il est trop faible, et puis que vous avez raison d'intervenir parce que vous défendez une bonne cause, il ne pourra pas lutter. Les gens qui sont contre vous ne pourront pas mobiliser leurs troupes parce qu'ils auront perdu la bataille de l'information
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'impérialisme, les impérialistes occidentaux ont commencé largement à perdre la bataille, la guerre de l'information, notamment avec la question de la barbarie israélienne contre les Palestiniens. Il y a des manifestations partout dans le monde, y compris aux États-Unis, qui dénoncent le génocide barbare, qui critiquent l'État d'Israël. Alors, bien sûr, ils ont essayé de mener la campagne, et tous ceux qui sont contre Israël, c'est des antisémites, je dirais deux mots sur ça tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Le monde entier condamne la barbarie israélienne soutenue par les Occidentaux et dénonce la complicité des Occidentaux. Donc, ils avaient perdu une première bataille. Ils ont mis en marche un deuxième niveau de propagande en disant que ce qui se passe là, c'est le prolongement de ce que Hitler avait fait aux malheureux petits juifs. Et si vous ne défendez pas les juifs, vous êtes un antisémite. Vous méritez d'aller en prison. On doit interdire vos meetings. On doit fermer vos sites. Le mot de déportation. Imaginez qu'il y a une émission de télévision où il y a un sioniste israélien et il y a, je crois que c'est un Guadeloupéen, Claudiciard, qui dit mais il ne faut pas comparer, il ne faut pas faire de différence entre les différents génocides, les différents crimes contre l'humanité. Par exemple, il y a des millions de Noirs qui ont été déportés pour être réduits en esclavage par les Occidentaux. L'Israélien a commencé à faire interdire aux Guadeloupéens de dire que les nègres ont été déportés. Le mot déporté appartient aux Juifs qui ont été déportés par Hitler. Non, 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 non. Vous êtes antisémite, vous êtes criminel si vous comparez ce qui s'est fait avec les Noirs et choses. Vous n'avez pas été déporté. Vous voyez que c'est vraiment c'est pas de la folie, c'est le mot m'échappe. Hein? Mais c'est du fanatisme. C'est du fanatisme, c'est de l'obscurantisme, c'est du conditionnement fasciste. Il ne faut pas dire que des Noirs ont été déportés. Des millions de gens qui ont été dans les cales de bateau. Bon, bref, on ne va pas le prendre la peine d'argumenter. Donc, on n'a pas le droit de critiquer. On est antisémite. Dès qu'on dit que des barbares écrasent des villes entières, des villages entiers, bébés, enfants, et tout ça, au prétexte, et les journalistes occidentaux européens, il y avait un terroriste là. On détruit tous les hôpitaux de Gaza, parce qu'il y a des terroristes qui se cachent là. Évidemment, il n'y a pas de preuve, et même si les terroristes se cachaient dans la cave d'un hôpital, dans une lutte de libération nationale contre des occupants, vous n'avez aucun droit, c'est dans la législation internationale de bombarder, de tuer des civils pour cela. Et les résistants français qui luttaient contre les nazis, se cachaient dans des églises, avec juste raison. Vous auriez toléré que les Allemands bombardent tout Paris parce qu'il y a un résistant français qui est dans une église ou dans un hôpital? C'est vraiment, les journalistes occidentaux reprennent l'argumentation de l'armée israélienne. Israël a le droit de se défendre. Donc il y a cette propagande, cette guerre d'information qui est venue en s'appuyant sur tous les journalistes et tout, pour dire que Israël c'est un peu persécuté, que c'est une question de vie ou de mort qu'il se protège contre des abominables terroristes. Il y a 15 jours, j'avais parlé de la question du vocabulaire otage prisonnier, de la façon dont on montre le retour des Israéliens chez eux, qu'on raconte leurs peines, leurs douleurs, les espoirs, le contentement de la famille qui les reçoit, et puis qui traite les otages palestiniens, je dis otages palestiniens, même si France TV s'excuse d'avoir
dit une fois otage palestinien et licencié le journaliste qui l'avait dit. Les otages palestiniens qui ont été libérés ne sont pas traités de la même façon. Je l'avais expliqué il y a quelques jours. Mais là, cette semaine, on a vu vraiment le must de la propagande de désinformation. Les 3 Israéliens qui ont été libérés par le Hamas, ils étaient amaigris. Il y a une dame qui a dit, c'est exactement comme les Juifs sortaient des camps d'Auschwitz. Ah, et puis les journalistes, c'est vrai que les trois prisonniers, remarquez que je dis les 3 prisonniers civils, c'est vrai, du Hamas étaient amaigris. Pourquoi ils étaient amaigris? La bande de Gaza est encerclée par l'armée israélienne qui interdit aux nourritures, aux médicaments d'entrée. Qui c'est qui a maigri? Plus que les bébés, plus que les femmes, plus que les vieillards de toute la Palestine. Ceux qui sont pas assassins. Ils ont tout maigre. Là, ils ont pas amputé. Et puis, bon. Vous vous apitoyez sur la maigreur d'otages qui étaient dans un pays bombardé où vos soldats empêchent la nourriture d'entrée. Et puis, vous comparez ça à Auschwitz. Attention, il y avait d'autres personnes qui avaient été, d'autres otages qui ont été libérés. Il y a ces Thaïlandais qui étaient otages de Hamas qui ont été libérés. Est-ce qu'un seul d'entre vous a vu l'image d'un Thaïlandais? Est-ce que seul téléspectateur a vu dans une seule télévision occidentale l'image d'un des 5 Thaïlandais qui a été libéré? Parce qu'il faut dire que c'est les Juifs qui sont des victimes. Ce n'est pas des occupants, ce n'est pas des gens qui ont été rappelés, quelle que soit leur nationalité. C'est les Juifs qui sont persécutés. Pourquoi ne parle-t-on pas des Thaïlandais? Pourquoi n'a-t-on pas fait une petite image de Thaïlandais qui rentre chez lui? Ah, tu as souffert, etc. Est-ce que ce sont les sionistes seulement qui sont des êtres humains qui ont droit à la compassion? Mais je vais vous dire aussi, plus, on dit qu'il y a des centaines de Palestiniens qui sont libérés en échange des Israéliens. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la situation des milliers de femmes, d'enfants qui subissent des tortures dans les prisons israéliennes, qui sont des otages parce qu'ils ont été raflés pendant une agression militaire, qu'il n'y a aucune charge contre eux, qui sont en détention administrative. J'ai déjà dit que certains meurent en prison et qu'Israël refuse de rendre leur corps à la famille. J'ai déjà dit ça. Mais on nous a montré 3 libérés israéliens amaigris. J'ai vu dans l'ensemble des médias 2 articles qui disent que les 2 camps se renvoient des accusations de mauvais traitement. Mais avez-vous vu interroger les Palestiniens libérés qui ont témoigné sur les chaînes arabes des tortures, qui ont montré leur état physique? C'est pas non. Donc, on nous habitue sélectivement pour nous faire soutenir une cause barbare. Alors, c'est vrai, on a dénoncé le spectacle du Hamas. C'est une torture, c'est juste. Et Netanyahou, on va les punir. Parce que quand ils libèrent les otages israéliens, ils font des opérations de communication. Ils font la guerre de l'information. Comme Israël fait la guerre de l'information, on a parlé des tactiques de formation d'Israël. Le Hamas, il faut absolument pour la survie du peuple palestinien qu'il démonte la propagande occidentale qui dit qu'il n'y a plus de résistance, le Hamas est détruit, mais nous là.
ont tué 46 000 civils, mais nous là, et puis ça, nous. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire de la guerre d'information en face d'un adversaire qui fait de la guerre d'information. Et puis tous les journalistes occidentaux, ah, c'est cynique, c'est méchant, c'est... Ah, attendez, Israël ne fait pas de la communication quand il libère les prisonniers palestiniens, les otages palestiniens, en disant, voilà, ils ont été bien traités, ils sont dans ce cas. C'est ça la guerre, l'information. Et j'insiste pour dire, en terminant sur cela, que le résultat de cela n'est pas que les gens soutiennent Israël. En ce sens, les journaux français, les télés françaises, les gouvernements français qui développent l'argumentation israélienne, alors que tout le monde voit que ce n'est pas vrai, ce sont les principaux antisémites. C'est eux qui seront responsables des attentats qui se feront contre des juifs. C'est eux qui sont responsables que des gens disent Hitler avait raison, il aurait dû tous les éliminer. Pourquoi? Parce qu'il ne parle jamais des milliers de juifs, il dénonce l'agression palestinienne. J'ai dit la semaine dernière qu'il y a une otage libérée qui a dit je refuse d'aller voir Netanyahou parce qu'il a du sang sous les mains, il tue des bébés palestiniens. Il y a des mouvements pacifistes juifs. Donc tout ce qui est juif progressiste, on perd le silence. Et on montre que on nous appelle à prendre la défense et à nous apitoyer sur le sort de ceux qui sont manifestement des bourreaux, des criminels, des scélérats. Donc, dans l'opinion populaire, l'identification entre bourreaux, scélérats et juifs se fait. Et on va s'opposer aux juifs parce que les Occidentaux nous ont dit qu'il faut protéger, qu'ils ont le droit de tuer pour se défendre, alors que nous savons que ce n'est pas vrai. Les principaux antisémites, ce sont ceux qui interdisent, je parle du gouvernement français, des conférences dans lesquelles des Palestiniens viennent dire pacifiquement, voilà ce qui se passe à Gaza. Non. Si vous faites cette réunion-là, vous êtes antisémite. Alors, la manœuvre se retourne contre eux et ceux qui sont véritablement pour la paix entre les peuples, qui défendent le droit des sémites à être libres, c'est ceux qui critiquent le sionisme, qui dénoncent Israël, qui dénoncent la collusion entre les fascistes israéliens et les fascistes occidentaux qui les soutiennent diplomatiquement et qui les aident. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la guerre d'information. Mais il y a un troisième point, puisque nous parlons de la marche vers la guerre mondiale. Nous avons eu l'occasion d'expliquer que quand nous parlons de guerre mondiale, il y a deux aspects qui sont intégrés. Il y a l'aspect guerre mondiale entre gouvernements, entre États qui se disputent l'hégémonie. Donc on voit la guerre entre l'OTAN et la Russie, entre l'OTAN et la Chine. Ça fait un des aspects de la guerre. Et puis, il y a une guerre plus fondamentale qui est déjà en cours, qui est celle qui oppose justement la planosphère fasciste des multinationales dont nous avons parlé au début. Et cette guerre-là les oppose à l'ensemble des peuples, des travailleurs, quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité. Parce qu'il s'agit pour les fascistes, des multinationales et des gouvernements aux ordres de déréguler tout le droit social, tous les services publics, toutes les conventions internationales qui garantissaient le respect de la souveraineté des peuples. Il s'agit de détruire tout ça pour l'équipe qui est en face. Et au-delà de la lutte contre la Chine ou contre la Russie, le but final
c'est d'établir cette dictature planétaire sur l'ensemble des peuples. Et cette guerre-là, elle est là aussi. Et nous parlons souvent de la cruauté des Occidentaux, et dans notre esprit, on a peut-être envie de se dire, mais oui, mais on va perdre. Vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez ce que Trump fait. Et nous ne sommes pas au courant de la puissance de l'armée des peuples qui est en face et qui monte. Leurs médias ne nous parlent pas de ça. Leurs médias ne parlent pas des conquêtes et des mobilisations. Ou s'ils parlent de mobilisation, ils ne vont pas expliquer comment ça fait partie d'une guerre mondiale contre les multinationales. Par exemple, cette semaine, il y a eu un certain nombre de manifestations. On nous a dit qu'il y avait 300 000 Allemands qui manifestaient contre le fascisme en Allemagne, contre le fait que la CDU, les conservateurs, s'acoquinent avec l'AfD, avec les partis d'extrême droite. On ne nous a pas expliqué la question de la fascisation de la planète, de l'étirer des peuples. On a dit, bon, il y a une manifestation qui ne sont pas d'accord, mais nous qui analysons l'ensemble de la situation internationale, nous savons que cette lutte-là des antifascistes allemands est en liaison directe avec des luttes antifascistes dans tout le reste du monde. Nous savons qu'il y a des internationales, des organisations internationales qui font la passerelle en tous les mouvements. J'ai parlé du cas de la mobilisation de l'Allemagne cette semaine-là, mais il y a eu une mobilisation en Grèce contre la corruption qui exige qu'on prenne des sanctions contre les gens qui sont responsables d'un accident de train qui avait tué beaucoup de civils, etc. Ces gens-là sont en relation avec d'autres associations de par le monde qui luttent contre la corruption et pour la sécurité, contre le sabotage des services publics. Ça fait référence aux puissantes manifestations qui se renouvellent en Catalogne pour dénoncer la responsabilité des gouvernements régionaux dans les inondations et les pertes humaines et matérielles qui ont eu lieu en Catalogne. Donc, il y a des mouvements partout. Tiens, combien de minutes avons-nous entendu parler des protestations des Inuits, les habitants premiers du Groenland, contre les décisions de Trump? On avait eu une idée de la mondialisation des mouvements populaires avec le mouvement concernant les violences policières. Quel nom ils avaient encore là? Et quand ils avaient tué, assassiné. Bon, on a eu des mouvements planétaires où il y avait des blancs, des noirs, en fait tout. Je reprends le côté de cette chose, mais déjà, George Floyd. On avait un mouvement planétaire. On a des mouvements planétaires sur les questions de catastrophes climatiques, le dérèglement climatique, où on a des jeunes de tous les continents qui se réunissent pour aller dans tous les congrès, les colloques organisés par les gouvernements pour protester avec des centaines de milliers de gens. Donc on avait déjà ces indices-là. Mais aujourd'hui, il y a un renforcement des liens entre les différentes dynamiques populaires continentales sur des bases politiques. Par exemple, quand Via Campesina regroupe des millions de gens dans toute la planète pour lutter contre les monocultures, l'agriculture industrielle, etc., c'est une réalité. Mais on n'en parle pas dans les médias. Et nous n'avons pas confiance qu'il y a un volcan qui est en train de bouillir là et qui sera suffisamment puissant pour balayer le système de domination impérialiste occidentale dans la mesure où nous aurons justement gagné la guerre d'information et nous appuyons sur l'utilisation des réseaux sociaux qui peut être diabolique, mais qui, en beaucoup de secteurs, permet une contre-propagande efficace qui s'oppose à la propagande des impérialistes. Donc, on a cette chose-là. Et ce qu'il faut comprendre,
ce sera la conclusion, c'est que les 5 problématiques dont nous avons parlé tout à l'heure en introduction, dérèglement climatique, guerre mondiale, fascisation, délitement de la société, qu'est-ce qu'on n'en a pas dit, crise économique, eh bien, ça c'est terminé. Un agit sur l'autre, un agit sur l'autre. Dérèglement climatique, ça a des conséquences économiques. Et délitement social, c'est une conséquence des guerres, etc., du fascisme. Tout est interpénétré. Donc, nous sommes à une phase où les peuples, et nous, peuple martiniquais en particulier, devons comprendre la nécessité d'un affrontement clair sur les plans idéologiques, sur le plan de l'organisation politique, sur l'organisation des relations sociales, pour nous opposer au système dominant. En Martinique, les choses commencent à bouger. Et c'est pour cela que je terminerai en vous invitant avec insistance à participer à la célébration de la Journée internationale de la décolonisation qui se célèbre chaque année dans pratiquement tous les pays colonisés, même dans les pays européens et occidentaux. Chaque 21 février, on fait le bilan. La Martinique est souvent restée à l'écart de cette commémoration, mais là, il y a exigence que nous participions à cette réflexion et à cette commémoration vu la situation que nous faisons de décrire, que nous venons de décrire. Alors, nous invitons avec insistance à une rencontre qui se fera au bout du Lamentin, le vendredi 21 février, de 18h à 21h, sur le thème justement de l'actualité de la décolonisation. Si nous avons quand même conscience de l'importance de réfléchir, de nous organiser pour porter notre contribution à la lutte contre le système, mais surtout pour réfléchir sur les moyens de décoloniser réellement notre pays, de résoudre nos problèmes, nous pouvons, c'est un sacrifice, nous pouvons consacrer une soirée à venir échanger, quelles que soient nos tendances, tant que nous sommes un anticolonialiste sincère. Nous avons toutes sortes d'excuses pour de parler des événements importants et nous trouvons toutes sortes d'opportunités pour aller dans des choses peut-être nécessaires pour notre équilibre festif. La situation que j'ai décrite devrait permettre que tous ceux qui sont fondamentalement anticolonialistes et qui comprennent l'urgence de la situation viennent porter leur contribution à cet échange qui, je le répète, aura lieu le 21 février de 18h à 21h à la Maison de la Culture du Bourg du Lamentin. Notez-le sur vos agendas. Je remercie tout le public de son attention. Pour son attention.